3 religieuses ont disparu sans laisser de traces du couvent de Santa Maria a Siguenza par une froide nuit de février 1991. La communauté a cherché des réponses pendant des années, mais l'affaire a été classée, devenant l'un des grands mystères de l'Espagne rurale. 32 ans plus tard, lors de la rénovation de l'ancienne bibliothèque du couvent, un maçon découvrit un journal caché derrière un faux mur. Ce que révèlent ces pages jaunies non seulement résout le mystère des sœurs disparues, mais dévoile aussi un secret si sombre que beaucoup, dans la petite ville médiévale, auraient préféré qu'il reste enfoui à jamais. La vérité, cachée pendant plus de 3 décennies, changera à jamais notre compréhension des événements de cette nuit d'hiver. Avant de poursuivre l'histoire des sœurs Lucia, Teresa et Maria del Carmen, si vous aimez les affaires mystérieuses comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Chaque semaine, de nouvelles affaires vous tiendront en haleine. Retournons maintenant à Siguenza et découvrons comment tout a commencé. Siguenza, petite ville médiévale de la province de Guadalajara, était alors, comme aujourd'hui, un lieu où le temps semblait s'écouler au ralenti. Avec un peu plus de 5000 habitants, ses rues pavées, son imposante cathédrale romane et ses bâtiments en pierre calcaire créaient une atmosphère figée dans le temps. Le froid hivernal du plateau castillan y pénétrait jusqu'aux os, et d'épais brouillards matinaux enveloppaient fréquemment la ville, lui conférant un air mystérieux contrastant avec la chaleur de ses habitants. Le couvent Santa Maria, fondé au Xe siècle, se dressait à la périphérie de la ville, entouré de champs de blé et de coquelicots qui teintaient le paysage d'un rouge profond au printemps. Ce bâtiment en pierre grise, avec son petit clocher et son cloître silencieux, abritait une communauté de 15 religieuses de l'ordre des Carmélites déchaussées en 1991. C'était un lieu respecté des habitants, réputé pour son travail social et pour les délicieuses pâtisseries que les sœurs préparaient selon des recettes ancestrales. Les 3 religieuses disparues cette nuit de février étaient très différentes les unes des autres, même si elles partageaient une dévotion indéfectible. Sœur Lucia Martinez, 63 ans, était la sœur aînée, originaire de Léon. Elle avait consacré plus de 40 ans de sa vie à l'ordre. Ferme mais juste, elle était responsable de la discipline au couvent. Ses yeux bleus, toujours alertes, ne laissaient passer aucune violation des règles. Malgré son apparente sévérité, elle avait un talent particulier pour la musique et dirigeait la chorale avec une passion qui contrastait avec sa réserve habituelle. Sœur Teresa BCH, une Catalane de 42 ans, était arrivée au couvent après avoir abandonné une carrière prometteuse de médecin à Barcelone. Intelligente et pragmatique, elle était responsable de l'infirmerie du couvent et prenait soin des personnes âgées de la communauté. Son visage, encadré par de fines lunettes, reflétait une sérénité qui ne vacillait que lorsqu'elle évoquait son passé, un sujet qu'elle évitait souvent. Elle portait un petit médaillon en argent sous son habit, seul souvenir tangible de sa vie antérieure qu'elle s'était autorisée à conserver. La plus jeune des 3, sœur Maria del Carmen Alonso, avait à peine 26 ans lorsqu'elle disparut. Originaire d'une petite ville d'Estrémadure, elle était entrée au couvent 3 ans plus tôt seulement, suite à une crise personnelle dont elle ne parlait jamais ouvertement. Avec son sourire toujours présent et son énergie contagieuse, elle gagna rapidement l'affection de la communauté. Elle s'occupait du jardin et possédait un don particulier pour cultiver des plantes que d'autres considéraient comme impossibles à cultiver dans le climat rigoureux de Castille. Elle tenait un journal dans lequel elle notait non seulement les cycles de semis et de récolte, mais aussi ses réflexions personnelles sur son cheminement spirituel. La routine au couvent était prévisible et ordonnée. La journée commençait avant l'aube par la prière des matines, suivie d'heures de travail, de prières et d'études. Les repas étaient simples mais nourrissants, et le silence n'était rompu que lors de brèves récréations. Les 3 religieuses partageaient cette vie de contemplation et de service, apparemment satisfaites de leur choix. Cependant, sous cette apparence de tranquillité monastique, de subtiles tensions subsistaient. Dans les mois précédant leur disparition, certains habitants de Siguenza avaient remarqué des changements dans le comportement des 3 religieuses. Sœur Lucia semblait plus réservée que d'habitude, Sœur Teresa avait été vue en train de consulter de vieilles archives à la bibliothèque municipale, et la jeune Maria del Carmen avait eu plusieurs entretiens avec le curé de la paroisse, le père Guillermo Sanchez, conversation qui semblait la laisser visiblement perturbée.
Alors que l'hiver 1991 avançait avec son voile de froid et son obscurité précoce, personne n'aurait pu imaginer que ces 3 femmes, unies par leur foi et leur vie commune, allaient disparaître dans la nuit, laissant derrière elles un mystère qui allait perdurer pendant plus de 3 décennies. La veille de leur disparition, un visiteur inhabituel arriva au couvent. Un homme d'âge mûr, vêtu d'un costume sombre, demanda à parler à la mère supérieure. Personne ne connaissait la raison de sa visite, mais ce soir-là, pendant le dîner, les 3 religieuses bientôt disparues touchèrent à peine à leur nourriture. Un silence différent, tendu, s'était installé entre elles. Le 18 février 1991, à Siguanza, le temps était exceptionnellement froid. Une fine couche de givre recouvrait les champs et les toits du couvent brillaient dans la pâle lumière de l'aube. Pour les sœurs Lucia, Teresa et Maria del Carmen, ce lundi commença comme tous les autres. Elles se levèrent à 5 heures du matin pour les matines, leur voix se mêlant dans la chapelle encore obscure, éclairée seulement par la faible lueur des bougies et un rayon de lune filtrant à travers la rosace. Sœur Lucia dirigea le chœur avec sa précision habituelle, bien que sœur Catalina, l'organiste, remarqua que sa voix tremblait légèrement à certains passages, ce qui lui était inhabituel. Après le petit déjeuner, composé de pain frais et d'une tasse de café au lait, chacun vaqua à ses occupations habituelles. Sœur Lucie s'enferma dans les archives du couvent, où elle cataloguait des manuscrits anciens depuis des semaines. Sœur Teresa passa la matinée à l'infirmerie, préparant des infusions pour l'une des sœurs aînées souffrant d'arthrite. Pendant ce temps, Maria del Carmen travaillait au jardin, malgré le froid, recouvrant soigneusement certaines plantes fragiles pour les protéger des basses températures. Gel nocturne. En milieu de matinée, le facteur apporta une enveloppe recommandée adressée à sœur Lucia Inés Gomez. La jeune novice qui reçut le courrier se souviendra plus tard du changement de visage de sœur Lucia à la vue de l'expéditeur. Elle pâlit et raconta plus tard à la garde civile, ses mains tremblaient tellement qu'elle dut s'asseoir pour l'ouvrir. Pendant le déjeuner, les 3 religieuses étaient assises ensemble à une extrémité de la longue table du réfectoire, chose inhabituelle, car elles étaient habituellement réparties entre les autres sœurs. Elles parlaient à voix basse et, bien que le règlement interdise toute conversation pendant les repas, la mère supérieure, sœur Pilar Dominguez, ne les réprimanda pas. Elle avoua plus tard avoir cru déceler dans leurs murmures une certaine urgence qui l'avait empêché d'intervenir. La dernière personne à avoir aperçu les 3 religieuses à l'extérieur du couvent fut Javier Méné, un agriculteur de 57 ans qui livrait régulièrement des légumes à la cuisine du couvent. Les 3 se tenaient près de la porte arrière, près des réserves. La jeune sœur Maria del Carmen témoigna, elle semblait pleurer. Elles m'ont salué comme d'habitude, mais il y avait quelque chose d'étrange chez elle. L'aînée, sœur Lucia, portait sous le bras un paquet enveloppé dans un tissu sombre. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Vers 18 heures, alors que les sœurs se rassemblaient pour les vêpres, les 3 religieuses ne se présentèrent pas. La mère supérieure envoya sœur Catherine à leur recherche, pensant que sœur Teresa avait peut-être soigné la malade, mais personne ne les trouva. Leurs cellules étaient vides, leurs rares effets personnels intacts. Dans la chambre de Maria del Carmen, son journal intime avait disparu de sa place habituelle sous le matelas, et dans celle de Teresa, le petit médaillon en argent qu'elle portait toujours autour du cou avait été laissé sur la Bible ouverte au psaume 55, « Oh, si j'avais des ailes comme une colombe, pour m'envoler et me reposer. » À 20 heures, inquiète de cette absence prolongée, la mère supérieure appela le curé de Siguanza, qui lui conseilla de contacter immédiatement la garde civile. À 9h30, 2 agents arrivèrent au couvent et commencèrent les recherches. À ce moment-là, la température était descendue en dessous de 0 et une légère neige commençait à tomber sur la ville. Les recherches initiales se concentrèrent sur le terrain du couvent, le verger, l'ancienne cave à vin, le cimetière où reposaient des générations de religieuses. Elles s'étendirent ensuite à la forêt voisine et aux routes menant à la ville. Cette nuit-là, alors que la neige s'intensifiait, 20 volontaires ratissèrent la zone avec des lampes de poche et des chiens, sans trouver la moindre trace des 3 femmes. Le plus déconcertant pour les enquêteurs fut l'absence totale de traces de pas dans la neige fraîchement tombée. C'était comme si les 3 religieuses s'étaient volatilisées, ne laissant aucune trace, si ce n'est les questions qui commençaient à s'accumuler comme neige sur les toits de Siguanza.
2 jours plus tard, un détail apparemment insignifiant attira l'attention du sergent Ramirez, l'officier responsable de l'affaire. Dans la bibliothèque du couvent, un volume de l'Es demeure de Sainte Thérèse d'Avila était à l'envers sur l'étagère. En l'examinant, il découvrit une page marquée d'un fil rouge, dans le chapitre consacré au château intérieur des Muses. Dans la marge, en minuscules lettres, quelqu'un avait écrit « La vérité est dans les profondeurs, non dans les hauteurs ». Était-ce un indice laissé intentionnellement ou une simple coïncidence? À l'époque, personne n'aurait pu le savoir. À mesure que l'enquête progressait, la communauté de Siguianza commença à se diviser entre ceux qui croyaient à un enlèvement et ceux qui soupçonnaient les religieuses d'avoir pris la fuite volontairement. Personne n'aurait pu imaginer alors que la réponse resterait cachée pendant plus de 3 décennies, ni l'impact qu'elle aurait lorsqu'elle serait enfin révélée. Les jours se sont transformés en semaines, puis en mois, et enfin en années, sans nouvelles de Sœur Lucia, Teresa et Maria del Carmen. Pour la communauté du couvent Santa Maria, la vie devait continuer, marquée par une blessure qui ne s'est jamais complètement refermée. La mère supérieure, Sœur Pilar, a vieilli prématurément au cours des années suivantes, son visage sillonné de rides qui ressemblaient à des cartes d'inquiétude et de questions sans réponse. Chaque soir, avant de se coucher, elle récitait une prière spéciale pour les sœurs disparues. La cellule de Sœur Lucie resta intacte pendant des années, transformée en une sorte de sanctuaire officieux, ses livres de musique, ses lunettes de lecture posées sur une Bible usée, le chapelet en grains d'olivier qu'elle avait rapporté de Terre Sainte. Tout était resté tel qu'elle l'avait laissé ce dernier matin de février. Les jeunes novices qui rejoignirent le couvent plus tard grandirent en entendant des histoires sur la sœur à la voix ferme qui dirigeait la chorale, comme si elle s'adressait directement aux anges. L'absence de Sœur Teresa était particulièrement ressentie par les personnes âgées de Siguianza, qui dépendaient désormais de ses connaissances médicales et de ses soins attentionnés. Doña Remedio López, âgée de 82 ans en 1991, conserva jusqu'à sa mort un petit flacon du baume contre les rhumatismes que Teresa lui avait préparé. Celui qu'on m'a donné plus tard n'a plus jamais eu le même effet, disait-elle, car celui de Sœur Teresa avait quelque chose de spécial, il respirait l'amour. Le vide le plus douloureux fut peut-être celui laissé par Maria del Carmen. Son jardin, qui avait été une oasis de vie et de couleur, se fana peu à peu sous les soins d'autres mains, moins expertes. Les rares variétés de fleurs qu'elle avait réussi à cultiver dans ce climat rigoureux ne survécurent pas au 2e hiver après sa disparition, comme si la terre elle-même pleurait son absence. Hors des murs du couvent, la vie à Siguianza connut des changements plus radicaux. Le mystère des religieuses disparues attira d'abord les journalistes des médias nationaux, y compris étrangers. Pendant des semaines, caméras de télévision et photographes sillonnèrent les rues médiévales de la ville. Le bar Castilla, face à la cathédrale, n'avait jamais accueilli autant de clients qu'au début de 1991. Son propriétaire, Anselmo Garcia, créa même un menu mettant en vedette les religieuses, un plat composé qui devint une attraction touristique macabre. Au fil du temps, l'intérêt des médias s'est estompé. D'autres sujets d'actualité ont fait la une des journaux, la guerre du Golfe, les Jeux Olympiques de Barcelone prévus en 1992, le traité de Maastricht. L'affaire a été reléguée à de rares articles dans des magazines de romans policiers non résolus ou à des émissions de télévision de fin de soirée sur des événements paranormaux. Certains ont même évoqué des enlèvements extraterrestres ou des pactes démoniaques, des théories qui ont profondément attristé la communauté religieuse et les familles des femmes disparues. Les familles elles-mêmes ont peut-être été les plus touchées par l'incertitude. Les parents de Maria del Carmen, Antonio et Mercedes Alonso, agriculteurs d'une petite ville d'Estrémadure, se rendaient à Siguianza à chaque anniversaire de sa disparition. Ils logeaient toujours dans la même modeste pension près de la gare et passaient des heures assis sur un banc devant le couvent, comme s'ils attendaient l'apparition de leur fille à tout moment. Mercedes est décédée en 2005, n'ayant jamais perdu espoir. Antonio a perpétué la tradition seul jusqu'en 2010, date à laquelle sa santé l'a empêché de voyager. Le frère de Sœur Teresa, Gabriel Bosch, avocat à Barcelone, a suivi une voie différente. Il a engagé des détectives privés, offert des récompenses pour toute information, exercé des pressions sur les politiciens et s'est même rendu à Rome pour demander l'intervention du Vatican.
Son mariage n'a pas survécu à l'obsession de retrouver sa sœur, et ses enfants ont grandi dans l'ombre d'une tante qu'ils ne connaissaient que par des photos et les histoires de plus en plus élaborées que leur père racontait à son sujet. Sœur Lucia n'avait plus de famille proche vivante, seulement une nièce, Carmen Martinez, qui était enseignante à Valladolid. Pendant des années, Carmen avait conservé un petit hôtel avec une photo de sa tante dans son salon. Chaque 18 février, elle allumait une bougie et observait une minute de silence, non pas pour la pleurer, expliquait-elle à ses élèves curieux, mais pour célébrer sa vie, ou qu'elle la vive. Pendant ce temps, l'enquête officielle piétinait. Le sergent Ramirez, qui avait promis de ne pas s'arrêter tant que l'affaire ne serait pas résolue, fut muté à Almera en 1993. Son remplaçant examina le dossier, mena quelques entretiens de routine. Finalement, l'affaire fut classée, non résolue, faute de preuves concluantes. La théorie officielle penchait vers une évasion volontaire, peut-être motivée par une crise de foi ou des problèmes internes au couvent, mais aucune preuve ne vint étayer cette hypothèse. En 1998, le journal de Sigüenza Le Journal a publié un article spécial pour le 7e anniversaire de la disparition. Le journaliste Joaquín Vega a avancé une nouvelle théorie, les religieuses auraient pu fuir pour protéger quelqu'un, citant le cas d'un jeune homme du coin, Martin Herrera, accusé de vol et qui, selon certains témoignages, aurait été vu en conversation avec sœur Maria del Carmen quelques jours avant sa disparition. Martin, qui purgeait alors une peine pour un autre crime, a nié toute implication dans l'affaire. Cette théorie n'a pas tenu la route, mais elle a semé le doute chez certains. Au fil des ans, l'affaire des religieuses disparues devint une légende locale, partie intégrante du folklore de Sigüenza, au même titre que les fantômes du château et les apparitions mariales à l'ermitage de San Roque. Les enfants du village grandirent en écoutant des histoires de plus en plus fantastiques, et la forêt près du couvent devint un lieu qu'ils évitèrent la nuit tombée. En 2015, une lueur d'espoir a surgi lorsqu'une femme âgée ressemblant étrangement à sœur Lucie a été photographiée sur un marché de Quito, en Équateur. Gabriel Bosch s'est immédiatement envolé pour l'Amérique du Sud, où il a découvert qu'il s'agissait d'une religieuse espagnole d'un autre ordre, missionnaire en Équateur depuis les années 1970. La déception fut telle que Gabriel fut victime d'une légère crise cardiaque et dut être hospitalisé à Quito pendant 2 semaines. La vie continua ainsi à Sigüenza. Le couvent accueillit de nouvelles vocations, mais ne retrouva jamais le prestige et la vitalité qui l'avaient caractérisé. La ville connut le même déclin que de nombreuses zones rurales d'Espagne, les jeunes émigrèrent vers les grandes villes, les commerces traditionnels fermèrent et le patrimoine historique se dégrada lentement, faute de fonds pour sa préservation. Un seul homme a maintenu l'enquête en vie pendant toutes ces années, Agustín Torres, un jeune garde civil de 24 ans récemment arrivé à Sigüenza en 1991. Il avait participé aux premières recherches. Après avoir pris une retraite anticipée pour raison de santé en 2018, il s'est consacré à la collecte d'informations sur l'affaire, à de nouveaux interrogatoires de témoins, dont certains étaient déjà très âgés, et à l'examen d'anciens dossiers. Rares étaient ceux qui, en ville, prenaient au sérieux son hobby, comme il le qualifiait avec un sourire ironique. Personne n'imaginait qu'il serait présent lorsque, 32 ans plus tard, le premier véritable fragment de vérité éclaterait enfin au grand jour. C'est Agustín qui, par un après-midi pluvieux de mars 2023, reçut un appel qui allait tout changer. À l'autre bout du fil, la voix nerveuse de Manuel Duran, un maçon engagé pour rénover l'aile du couvent, lui annonça une découverte inquiétante derrière un faux mur de l'ancienne bibliothèque. Le 23 mars 2023, alors que le doux soleil printanier commençait à réchauffer les champs autour de Sigüenza, Manuel Duran, un maçon de 42 ans, travaillait à la rénovation de l'ancienne bibliothèque du couvent Santa Maria. Le projet, financé par une subvention du ministère de la Culture pour la conservation du patrimoine historique, visait à transformer l'espace en un petit musée d'art sacré. Manuel, un homme discret fort de 20 ans d'expérience dans la restauration de bâtiments historiques, était en train de démonter les panneaux de bois détériorés qui recouvraient une partie du mur nord lorsqu'il remarqua quelque chose d'étrange. Au début, il pensa que c'était juste de l'humidité, mais en tapant dessus avec le marteau, le bruit était différent, un creux, comme s'il y avait un vide derrière. Avec précaution, Manuel enleva d'autres panneaux et découvrit une petite cavité dans le mur de pierre.
L'espace, d'accent grave peine 30 cm de profondeur, avait été scellé avec du plâtre puis dissimulé derrière les panneaux de bois. À l'intérieur, enveloppé dans une toile cirée qui l'avait protégé de l'humidité, il trouva un paquet rectangulaire. Ses mains, habituées à manipuler des outils lourds, tremblaient légèrement en déballant la trouvaille. C'était un journal relié en cuir marron, dont les pages étaient jaunies par le temps. Sur la première page, une écriture soignée identifiait son propriétaire, propriété de María del Carmen Alonso, servante de Dieu et de la vérité, 1990 à 1991. Manuel restait immobile, la poussière de plâtre flottant autour de lui dans la lumière filtrant par l'étroite fenêtre. Il connaissait l'histoire des religieuses disparues, comme tout le monde à Siguenza, mais pour lui, cela n'avait toujours été qu'une histoire, une légende locale comme tant d'autres. Il tenait désormais entre ses mains ce qui transformait le mythe en réalité tangible. Son premier réflexe fut d'appeler la mère supérieure actuelle, mais quelque chose l'en empêcha. Un nom lui vint à l'esprit, Agustín Torres. L'ancien garde civil, obsédé par l'affaire depuis des années. Manuel et Agustín n'étaient pas des amis proches, juste des connaissances qui se croisaient de temps en temps au bar Castilla, mais tout le monde à Siguenza connaissait la passion des Agustín pour le mystère des religieuses. Le journal soigneusement rangé dans son sac de travail, Manuel prit une pause et quitta le couvent. Depuis son portable, il appela Agustín. 45 minutes plus tard, les deux hommes étaient dans le modeste appartement des Agustín, le journal posé sur la table de la cuisine comme une bombe sur le point d'exploser. Nous devrions le remettre aux autorités, a déclaré Manuel, son visage reflétant la lutte intérieure entre le devoir civique et la curiosité. Agustín, un homme mince de 56 ans aux cheveux prématurément blancs, passe une main tremblante sur la couverture du journal. Nous le ferons, assura-t-il, mais nous devons d'abord savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Cela fait 32 ans, Manuel, 32 ans de questions sans réponse. Avec un soin respectueux, Agustín ouvrit le journal. Les premières pages contenaient des notes courantes sur la vie du couvent, commentaires sur la météo, notes sur le jardin, réflexions spirituelles. L'écriture de María del Carmen était claire et ordonnée, celle d'une personne habituée à la discipline. Mais à mesure qu'il lisait, le ton commençait à changer. Les entrées de novembre 1990 témoignaient d'une anxiété croissante. Aujourd'hui, Sœur Teresa m'a confié quelque chose qui m'a coupé le souffle. Je ne peux pas l'écrire ici, même dans ces pages intimes. Si c'était vrai, mon Dieu, aide-moi à comprendre, à pardonner. Les entrées devenaient de plus en plus énigmatiques, avec des références à des documents, au sous-sol secret et à la trahison. Le 5 janvier 1991, María del Carmen écrivait. Sœur Lucia l'a confirmé, les documents trouvés par Teresa sont authentiques. Nous ne pouvons plus nous taire, mais qui nous croira? Vers qui pouvons-nous nous tourner lorsque les murs qui nous entourent sont bâtis sur le mensonge? Agustín et Manuel échangèrent des regards étonnés tout en poursuivant leur lecture. La dernière entrée, datée du 17 février 1991, la veille de la disparition, était particulièrement troublante. Demain, nous partirons. Sœur Lucia a reçu la confirmation que nous espérions. L'homme en costume sombre a apporté la preuve ultime. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Si quelqu'un trouve un jour ce journal, qu'il sache que nous avons fui non par lâcheté, mais par nécessité. La vérité doit éclater, mais nous ne pouvons pas le faire d'ici. Nous sommes surveillés. Le père Guillermo n'est pas celui qu'il prétend être. La cave sous la chapelle contient bien plus que des reliques et du vieux vin. Que Dieu nous pardonne ce que nous nous apprêtons à faire, et qu'il pardonne à ceux qui ont transformé sa maison en un repère de mensonges. En arrivant à cette page, Manuel émit un léger sifflement d'étonnement. Le sous-sol? Mais qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol? Agustín ne répondit pas immédiatement. Son esprit s'emballait, reliant des fragments d'informations accumulés au fil des ans. Le père Guillermo Sanchez, mentionné dans le journal, avait été curé de Siguenza jusqu'en 1995, date à laquelle il avait été soudainement muté dans une paroisse des îles Canaries. Il était décédé en 2010, et le sous-sol de la chapelle, selon les anciens plans du couvent que Agustín avait étudiés,
contenait un réseau de passages et de chambres souterrains datant de l'époque de l'Inquisition. Cependant, ils avaient été officiellement scellés au XIXe siècle. Nous devons aller au couvent, dit-il finalement. Maintenant? Manuel pâlit. Tu es fou? On ne peut pas entrer et fouiller le sous-sol. Il nous faut un permis, une autorisation de la mère supérieure. Nous attendons l'autorisation officielle. Ceux qui souhaitent participer à cette enquête auront le temps de nettoyer les traces. Vous avez accès au couvent par le chantier, j'ai de l'expérience en matière d'enquête, et nous avons tous deux l'obligation morale de découvrir ce qui est arrivé à ces femmes. Après une heure de débat tendu, ils parvinrent à un compromis. Ils informeraient la garde civile, mais avant cela, l'après-midi même, Manuel conduirait Agustin au couvent sous prétexte de le consulter sur les aspects historiques de la restauration. Il tenterait d'inspecter le sous-sol, histoire de vérifier s'il y avait des éléments justifiant une enquête officielle. Ce qu'ils découvrirent dans ce sous-sol poussiéreux, éclairé uniquement par la lampe torche du téléphone portable de Manuel, dépassa leurs pires espérances et déclencha une série d'événements qui allaient ébranler les fondations non seulement du couvent Santa Maria, mais de toute la communauté de Siguenza et même d'institutions bien plus puissantes. Derrière un vieux casier à vin, ils découvrirent une porte métallique rouillée, mais étonnamment moderne, protégée par un cadenas qui semblait avoir été ouvert et fermé régulièrement depuis des années. Sur le mur, à côté de la porte, écrit avec ce qui semblait être la pointe d'un objet pointu, un message qui glaça le sang des Agustins. Sœur, pardonnez-nous. Cherchez dans les archives diocésaines le dossier 1943B. Que Dieu ait pitié de nous tous. La découverte au sous-sol du couvent a déclenché une série d'événements. Agustin et Manuel, conscients de la gravité de leur découverte, ont immédiatement contacté le lieutenant Rodrigo Vega, de la garde civile de Guadalajara. Vega, un officier méticuleux de 38 ans, rompu aux affaires complexes, est arrivé à Siguenza le soir même, accompagné de 2 agents et d'un technicien médico-légal. La porte métallique du sous-sol fut officiellement ouverte en présence de la mère supérieure, sœur Emilia, une femme de 72 ans qui avait rejoint le couvent après la disparition des 3 religieuses et ne connaissait l'affaire que par l'histoire de l'institution. Son visage exprimait un mélange d'incrédulité et de peur lorsque les agents forcèrent le cadenas rouillé. Derrière la porte, ils découvrirent une petite pièce d'Aix en grave peine 12 mètres carrés, au mur de pierre nue et au sol en ciment. À première vue, elle semblait étonnamment vide, quelques étagères métalliques, des cartons soigneusement empilés, un bureau ancien et une chaise. Mais lorsque le technicien médico-légal commença à examiner l'espace avec sa lampe ultraviolette, l'inattendu se produisit. Sur le sol en ciment, invisible à l'œil nu, des taches sombres formaient un motif circulaire. Les analyses préliminaires ont confirmé ce que tout le monde craignait, du sang humain très ancien, mais préservé dans l'atmosphère sèche et froide du sous-sol. Cela ne signifie pas forcément qu'un crime a été commis, avertit le lieutenant Vega, remarquant la pâleur du visage de sœur Emilia. Elle aurait pu avoir des explications innocentes, mais les cartons racontaient une autre histoire. Les cartons contenaient des documents financiers méticuleusement organisés, datant de 1975 à 1991. Parmi ceux-ci figuraient des reçus de virements bancaires vers des comptes en Suisse et aux îles Caïmans, des accords avec des sociétés pharmaceutiques et, plus inquiétant encore, des photographies d'enfants, tous âgés de 8 à 12 ans, avec des numéros d'identification inscrits au dos. Dossier 1943B des archives diocésaines, murmura Agustin en se souvenant de l'inscription sur le mur. Quoi qu'il en soit, cela semble être la pièce maîtresse de ce puzzle. Le lieutenant Vega hocha gravement la tête. Tout d'abord, nous allons sécuriser les lieux. Demain matin, nous demanderons une ordonnance du tribunal pour accéder aux archives du diocèse. Cette nuit-là, tandis que Siguenza dormait, inconsciente du tremblement de terre qui allait ébranler ses fondations, 3 personnes ne parvenaient pas à fermer l'œil. Agustin, tourmenté par les images de ses photos d'enfance, Manuel, qui ne cessait de se demander quels autres secrets recelaient les murs qu'il avait restaurés, et Elena Sanchez, une journaliste du Diario de Guadalajara, qui, alertée par un contact anonyme, était arrivée discrètement dans la ville à la tombée de la nuit. Le lendemain matin, alors que la nouvelle de la découverte au couvent commençait à filtrer à travers Siguenza,
le juge Francisco Molina signa l'autorisation d'examiner le dossier 1943B. Les archives diocésaines, situées dans un bâtiment attenant à la cathédrale, étaient gérées par le père Ignacio Bermudez, un prêtre âgé qui avait travaillé comme archiviste pendant des décennies. Dossier 1943B, murmura le père Bermudez, confus, lorsque le lieutenant Vega lui présenta le mandat. Je ne me souviens d'aucun dossier portant cette classification. Notre système de catalogage utilise les années et les noms, pas les lettres. Après 2 heures de recherches infructueuses, le père Bermudez s'est arrêté devant un vieux coffre-fort encastré dans le mur de son bureau. Il n'y a qu'un seul endroit où un document avec une nomenclature aussi inhabituelle pourrait se trouver, a-t-il déclaré. Dans les archives confidentielles. Seuls l'évêque et moi y avons accès. Les mains tremblantes d'arthrite, le vieux prêtre composa la combinaison. La lourde porte s'ouvrit, révélant un petit espace contenant à peine une douzaine de dossiers. Au fond, un dossier bleu délavé portait l'étiquette 1943B. Je ne comprends pas, murmura le père Bermudez. Je n'ai jamais vu ce dossier auparavant, et je suis archiviste depuis 27 ans. Le lieutenant Vega prit le dossier, ganté de latex, et l'ouvrit avec précaution sur la table. Son contenu était troublant, des rapports détaillés sur ce qui semblait être un programme d'adoption internationale mis en place au couvent Santa Maria entre 1975 et 1990. Les documents suggéraient que des enfants, principalement issus de familles latino-américaines vulnérables, étaient amenés en Espagne avec la promesse d'une éducation et d'opportunités, pour être ensuite adoptés par de riches familles européennes en échange de dons substantiels. Une lettre particulièrement révélatrice, signée par Mgr Eduardo Valverde, décédé en 2005, alors évêque de Siguanza, Guadalajara, autorisait le père Guillermo Sanchez à poursuivre son œuvre caritative tout en maintenant la discrétion habituelle et les voies établies. La lettre était datée de janvier 1987, au moment même où les adoptions internationales commençaient à être mieux réglementées en Espagne. Mais le plus choquant était un rapport médical joint, signé par le docteur Teresa BCH en 1988, 3 ans avant sa profession religieuse sous le nom de Sœur Teresa. Ce rapport détaillait des irrégularités troublantes dans le traitement des enfants, notamment une sédation excessive lors des transferts et de possibles cas de maltraitance. Le document se terminait par une phrase soulignée. Je ne peux pas continuer à être complice de ça. Ma conscience ne me le permet pas. Seigneur, murmura le père Bermudez, qui avait pâli en lisant par-dessus l'épaule du lieutenant. Il est impossible que cela soit arrivé sans que personne ne le sache. Quelqu'un le savait, répondit Agustin en désignant une note manuscrite jointe au rapport. Il s'agissait d'une page arrachée d'un carnet à l'entête du couvent Santa Maria, écrite de l'écriture ferme que Agustin reconnut alors comme celle de Sœur Lucia. J'ai confronté le père Guillermo aux preuves rassemblées par Teresa. Il a menacé de nous poursuivre pour vol de documents confidentiels. Je crains pour notre sécurité. Maria del Carmen a trouvé quelque chose dans les vieux registres du sous-sol qui pourrait nous protéger, mais nous devons agir vite. Pendant qu'ils examinaient les documents, le téléphone des archives sonna bruyamment. Le père Bermudez répondit, l'air alarmé. La police est au couvent. Ils ont trouvé autre chose. En effet, lors d'une inspection minutieuse du sous-sol, les techniciens de la police scientifique avaient découvert une petite cavité derrière l'une des étagères. À l'intérieur, emballé dans du plastique et préservé par l'air sec, se trouvait un vieux téléphone portable, un Nokia des années 1990, avec une note manuscrite attachée. Les dernières preuves. Code 18109. Le numéro correspondait à la date de la disparition des religieuses, 1879. Lorsque les techniciens ont réussi à réactiver le vieux téléphone avec une batterie compatible, ils ont trouvé un seul fichier audio enregistré. La qualité était médiocre, mais les voix étaient clairement audibles. Reconnaissable, le père Guillermo discutait avec véhémence avec Sœur Lucie. Ils ne peuvent rien prouver, entendait-on le prêtre dire. Ce ne sont que des spéculations. Qui croirait 3 religieuses plutôt que la parole d'un curé et d'un évêque? Nous avons les documents, répondit Sœur Lucie d'une voix ferme. Et Teresa a des contacts à Barcelone qui sont prêts à parler, des journalistes, des avocats.
Et que pensez-vous qu'il adviendra de vous si cela éclate au grand jour? Du couvent? De l'église? Imaginez le scandale, l'atteinte à la foi de tant de personnes. Le plus grand tort causé à la foi est d'utiliser le nom de Dieu pour justifier des crimes. La voix de sœur Lucie tremblait d'indignation. Ces enfants méritent justice, leur famille mérite la vérité. L'enregistrement s'est interrompu brusquement par un bruit sourd, comme une détonation ou une porte qui claque. Cet après-midi-là, alors que la nouvelle commençait à se répandre dans les médias nationaux, grâce à Elena Sanchez, qui avait publié un article préliminaire dans l'édition en ligne du journal Diario de Guadalajara, un appel anonyme est parvenu à la garde civile de Sigüenza. Une voix déformée électroniquement a fourni les coordonnées GPS précises d'une zone boisée, à environ 40 km de la ville, avec un message énigmatique, cherché sous le chêne tombé. La vérité est enfouie depuis 32 ans, mais elle peut encore parler. Le lieutenant Vega organisa immédiatement une équipe pour enquêter sur le lieu indiqué. Alors que le soleil se couchait sur les champs de Castille, le mystère né par une froide nuit de février 1991 semblait sur le point d'être résolu, mais personne n'était préparé à ce qu'il découvrirait sous ce chêne abattu, ni au choc qui secouerait toute l'Espagne lorsque la vérité éclaterait enfin. Agustin Torres, autorisé à accompagner l'équipe de police en tant que consultant civil grâce à sa connaissance du dossier, se sentait au bord du gouffre. Alors que les véhicules tout-terrain s'enfonçaient dans la forêt, il se souvint d'une phrase du journal de Maria del Carmen, « La vérité doit éclater, mais nous ne pouvons pas la faire d'ici ». Les trois religieuses avaient tenté d'atteindre cet endroit cette nuit-là en 1991. Et si ce qu'elles avaient trouvé n'était pas des réponses, mais 3 corps enterrés depuis plus de 3 décennies. À l'aube du 26 mars 2023, une équipe de l'unité opérationnelle centrale de la garde civile était déployée dans la forêt, suivant les coordonnées reçues. Ils avaient localisé un chêne abattu des années auparavant par la foudre, comme l'indiquait son tronc calciné. Sous la supervision du juge Molina, présent personnellement compte tenu de la sensibilité de l'affaire, ils ont commencé à creuser la zone près des racines exposées de l'arbre. Après 3 heures de travail minutieux, les pelles ont heurté un objet solide à environ 1 mètre de profondeur. Il ne s'agissait pas de restes humains, comme beaucoup le craignaient, mais d'une boîte métallique hermétiquement fermée, de la taille d'une petite valise. Bien que rouillée par l'humidité du sol, la boîte avait étonnamment bien résisté au passage du temps. Avec la plus grande prudence, les techniciens de la police scientifique l'ouvrirent sur place, documentant chaque étape par des photos et des vidéos. À l'intérieur, protégés par des couches de plastique et de toile cirée, ils découvrirent une véritable mine de documents, des dossiers contenant des rapports détaillés, des photographies, des cassettes audio et même des disquettes informatiques de 3,5 pouces datées de 1982 à 1991. Parmi les documents se trouvait une enveloppe scellée portant l'inscription « À ouvrir uniquement en cas de décès ou de disparition, Sœur Lucia Martinez, Teresa Bosch et Maria del Carmen Alonso ». Le juge Molina autorisa l'ouverture immédiate de l'enveloppe. La lettre qu'elle contenait, manuscrite et signée par les 3 religieuses, commençait par des mots qui glaçaient le sang de toutes les personnes présentes. « Si vous lisez ceci, nous sommes probablement mortes. Ce que nous avons découvert au couvent de Santa Maria nous met en danger de mort, mais notre conscience nous interdit de garder le silence. » Ce qui suit est un récit détaillé de la manière dont les 3 religieuses ont progressivement démasqué un réseau de trafic d'enfants opérant sous couvert d'un programme d'adoption internationale. Tout a commencé lorsque sœur Teresa, forte de son expertise médicale, a constaté des incohérences dans les antécédents médicaux des enfants qui passaient temporairement par le couvent avant d'être confiés à leurs familles adoptives. Sœur Maria del Carmen, chargée d'aider à la prise en charge de ces enfants, a noué des liens affectifs avec eux et a documenté des conversations troublantes. Des enfants mentionnaient avoir des parents vivant dans leur pays d'origine, racontaient avoir été sélectionnés dans des orphelinats, ou même enlevés de chez eux sur de fausses promesses. Sœur Lucie, en sa position d'autorité supérieure, avait commencé à enquêter sur les registres financiers, découvrant d'importantes divergences entre les dons déclarés et les fonds réellement reçus. En suivant la piste de l'argent, elle avait découvert des liens avec des comptes bancaires offshore au nom de fondations liées à des personnalités ecclésiastiques de haut rang. La lettre expliquait comment, lorsqu'elles avaient initialement confronté le père Guillermo à leurs soupçons, il les avait rassurés en leur promettant d'enquêter.
Cependant, des semaines plus tard, lorsqu'elles avaient présenté des preuves plus concrètes, le ton du prêtre avait radicalement changé. Il les avait menacées de poursuites pour diffamation et leur avait rappelé qu'elles avaient signé des vœux d'obéissance. C'est alors que les trois religieuses décidèrent d'agir seules. Sœur Teresa contacta d'anciennes collègues de l'hôpital où elle avait travaillé à Barcelone. Sœur Lucia utilisa ses relations au sein de l'administration du couvent pour accéder à des documents confidentiels. La jeune Maria del Carmen, avec son énergie et sa détermination, se consacra à gagner la confiance des enfants et à documenter leurs histoires. Le tournant fut la découverte du fichier 1943B, mentionné lors d'une conversation privée entre le père Guillermo et un visiteur inconnu, que Maria del Carmen avait entendu par hasard. En suivant cette piste, ils découvrirent que ce code ne faisait pas référence à une année précise, mais à un programme spécifique, le projet 1943B, apparemment lancé par des secteurs ultra-conservateurs de l'Église espagnole durant l'après-guerre pour rééduquer les enfants des républicains. Au fil des ans, ce programme avait évolué, s'adaptant aux nouvelles circonstances et opportunités. La lettre détaillait comment, en février 1991, les trois religieuses avaient reçu la visite d'un homme se présentant comme un journaliste d'investigation. Il leur avait montré des preuves que des enfants prétendument adoptés grâce au programme étaient utilisés dans des réseaux d'exploitation internationaux. Certaines des photographies et des documents qu'il leur avait montrés se trouvaient dans le carton. C'est à ce moment-là que nous avons compris que nos vies étaient en danger, écrivait sœur Lucie. Le journaliste, dont nous taisons l'identité pour des raisons de sécurité, avait reçu des menaces 2 jours après sa visite. Nous avons appris que sa voiture avait été impliquée dans un accident apparent sur une route secondaire. Nous ne faisions plus confiance à personne au sein de l'Église, pas même à la police locale, qui avait toujours entretenu des relations étroites avec le père Guillermo. La lettre expliquait ensuite leur plan, simuler leur propre disparition, emporter les preuves avec eux et les transmettre aux médias internationaux et aux autorités hors d'Espagne. Ils avaient préparé cette boîte comme réserve, l'enterrant la veille de leur fuite. Si tout s'est bien passé, nous aurons réussi à démasquer ce réseau criminel et nous serons protégés quelque part. Si vous lisez ceci, c'est que quelque chose de terrible s'est produit. Enquêtez sur les personnes suivantes dont nous avons documenté la participation. La liste suivante comprenait le père Guillermo, l'évêque Valverde, 2 fonctionnaires du ministère des Affaires sociales de l'époque, ainsi que plusieurs hommes d'affaires et banquiers liés aux fondations qui finançaient le programme. Mais le véritable choc est venu du dernier paragraphe de la lettre. Il y a une dernière information qui pourrait nous aider à nous retrouver, morts ou vivants. La nuit où nous avons prévu de fuir, nous devions retrouver notre contact, le journaliste, à la gare routière de Guadalajara à 20 h. Il devait nous emmener à Madrid, où un vol nous attendait. Nous savons que le père Guillermo se doutait de quelque chose. Nous l'avons vu suivre Maria del Carmen cet après-midi-là. Si nous ne sommes pas arrivés à destination, cherchez entre Sigüenza et Guadalajara la voiture qui devait nous récupérer. C'était une Renault 21 grise immatriculée à Madrid. Le conducteur s'appelait Carlos Jiménez. Le silence qui suivit la lecture de la lettre fut rompu par la sonnerie d'un téléphone. C'était le colonel Martinez, chef de l'UCO, qui appelait le lieutenant Vega. Les informations qu'il transmettait confirmaient les pires craintes. En 1991, une Renault 21 portant la plaque d'immatriculation indiquée avait été retrouvée au fond d'un. Tout n'était pas perdu, mais il lui faudrait maintenant attendre l'aube. À une vingtaine de kilomètres de Sigüenza, l'incident avait été enregistré comme accident de la circulation. Le conducteur, identifié comme Carlos Jiménez, journaliste indépendant, était décédé sur le coup. Aucun autre passager n'avait été signalé, mais l'enquête était étonnamment superficielle. Nous devons exhumer ce véhicule immédiatement, ordonna le juge Molina. Et je veux que chaque centimètre carré du terrain autour du lieu de l'accident soit fouillé. Agustin Torres, qui avait entendu la conversation, sentit un frisson lui parcourir le dos. 32 ans plus tard, ils allaient découvrir ce qui s'était réellement passé cette nuit de février, et ils craignaient que la vérité soit encore plus sombre qu'ils ne l'avaient imaginé. Cet après-midi-là, alors que des équipes spécialisées s'efforçaient de localiser et d'exhumer le véhicule accidenté,
Elena Sanchez reçut un appel anonyme dans sa chambre d'hôtel à Siguenza. Une voix de femme, âgée mais ferme, lança brièvement « Trouvez Gabriel Bosch à Barcelone ». Il possède la dernière pièce du puzzle, un médaillon en argent que sa sœur lui avait laissé en guise de message. Gabriel Bosch, le frère de Teresa, qui avait consacré des décennies à la retrouver, était retrouvé dans une maison de retraite en périphérie de Barcelone. À 81 ans, sa santé était fragile, mais il restait lucide. Lorsque les enquêteurs lui montrèrent les documents découverts, des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues ridées. « J'ai toujours su que Teresa n'avait pas renoncé à ses vœux de son plein gré, murmura-t-il. Ma sœur était la personne la plus courageuse et la plus honnête que je connaisse. » D'une main tremblante, Gabriel sortit d'un petit coffre près de son lit le médaillon en argent que sa sœur avait laissé sur la Bible. Il l'ouvrit avec précaution, révélant ce que tout le monde avait pris pour un héritage familial, une petite photo de leurs parents. Mais en y regardant de plus près, Elena remarqua quelque chose d'étrange sur les bords de la photo. « Il y a quelque chose au dos », dit-elle en utilisant une pince à épiler pour retirer délicatement l'image. En effet, derrière la photo de famille se cachait une microfiche, un format utilisé avant l'ère numérique pour stocker des documents miniaturisés. Lorsqu'ils parvinrent enfin à en lire le contenu dans un laboratoire spécialisé, ils découvrirent ce qui semblait être la dernière pièce du puzzle, des coordonnées GPS précises, différentes de celles du chêne abattu, accompagnées d'une seule phrase, « Si nous échouons, toute la vérité est là ». Entre-temps, la Renault 21 avait été récupérée dans le ravin, où elle était restée partiellement recouverte par la végétation pendant plus de 3 décennies. Les premiers examens médico-légaux ont confirmé que les freins du véhicule avaient été délibérément manipulés. Et découverte encore plus troublante, des traces de sang dans le coffre, qui n'appartenaient pas au conducteur. Suivant les coordonnées indiquées sur la microfiche, une nouvelle équipe de recherche s'est dirigée vers une zone reculée des montagnes de Cuenca. Là, après des heures de recherche méticuleuse, ils ont découvert l'impensable, une petite cabane abandonnée et, à l'intérieur, les restes de 3 femmes. L'identification médico-légale allait confirmer ce que tout le monde craignait, ils avaient retrouvé les sœurs Lucia, Teresa et Maria del Carmen. L'examen préliminaire a révélé qu'ils étaient morts de blessures par balles, exécutées de manière professionnelle, avec des balles dans la nuque. À côté des restes, un dernier message écrit à la hâte sur le mur de bois, « Pardonnez à ceux qui nous persécutent, la vérité triomphera ». Ainsi, 32 ans après leur disparition, le sombre secret que les 3 courageuses religieuses avaient découvert fut enfin révélé. Elles n'avaient pas fui, renonçant à leurs vœux, comme certains le suggéraient. Elles avaient donné leur vie pour protéger des enfants innocents d'un réseau criminel opérant sous le couvert de la respectabilité ecclésiastique. Les mois qui ont suivi ces découvertes ont secoué toute l'Espagne. L'affaire des religieuses de Siguenza, comme l'ont surnommé les médias, a déclenché l'une des plus vastes enquêtes sur le trafic d'enfants de l'histoire récente du pays. La documentation méticuleusement conservée par les 3 religieuses a fourni des preuves irréfutables datant de plusieurs décennies. L'enquête, désormais menée par l'Audiencia nationale, Audience nationale, compte tenu de la gravité et de la portée internationale des crimes, a révélé un réseau qui opérait en toute impunité depuis près de 50 ans. Les documents identifiaient plus de 200 enfants illégalement séparés de leurs familles dans des pays comme la Colombie, le Pérou, le Guatemala et le Salvador, sous prétexte de leur offrir une vie meilleure en Espagne. Nombre d'entre eux s'étaient retrouvés dans des situations d'exploitation dans divers pays européens. Bien que nombre des principaux responsables soient déjà décédés, dont le père Guillermo Sanchez et l'évêque Valverde, plusieurs de leurs collaborateurs étaient encore en vie. Parmi les personnes arrêtées figuraient 2 anciens fonctionnaires du ministère qui avaient facilité la fabrication de faux papiers, 3 hommes d'affaires qui avaient financé l'opération et un ancien membre de la garde civile de Siguenza qui avait contribué à dissimuler l'accident de 1991. L'impact sur Siguenza fut dévastateur. La petite ville médiévale, qui avait vécu pendant des décennies avec ce mystère comme une légende locale, se retrouva confrontée à une réalité bien plus sombre. Certaines personnes âgées avouèrent avoir soupçonné quelque chose à cette époque, ayant vu des enfants apparaître et disparaître du couvent, des véhicules arriver la nuit. Cependant, le respect de l'autorité ecclésiastique et la peur des représailles les empêchèrent de parler.
À la suite de l'enquête, le couvent Santa Maria a été temporairement fermé. Les religieuses actuelles, ignorant totalement les événements historiques, ont été transférées dans d'autres couvents de l'ordre. La conférence épiscopale espagnole a publié une déclaration officielle condamnant les faits et s'engageant à coopérer pleinement avec la justice, même si, pour beaucoup, ces paroles sont arrivées trop tard. Pour les familles des 3 religieuses, la vérité a apporté un apaisement douloureux, mais aussi une justification. Antonio Alonso, le père de María del Carmen, était déjà décédé, mais son frère Miguel a finalement pu connaître le sort de sa nièce. « J'ai toujours su que c'était une bonne fille », a-t-il déclaré aux médias, la voix brisée. Maintenant, le monde sait qu'elle était aussi une héroïne. Gabriel Bosch, qui avait consacré sa vie à la recherche de sa sœur Teresa, a enfin pu lui offrir des funérailles dignes. Lors de la cérémonie, qui s'est tenue à Barcelone, il a rendu hommage à cette jeune fille qui rêvait de devenir médecin et de guérir toutes les maladies du monde. Il a conclu en déclarant « Elle a tenté de guérir une maladie bien plus grave, l'indifférence à la souffrance d'autrui ». Carmen Martinez, la nièce de sœur Lucia, a décidé d'honorer la mémoire de sa tante en créant une fondation pour aider les victimes de la traite des êtres humains. Tante Lucia disait toujours que la foi sans les œuvres est morte, a-t-elle déclaré. Elle a vécu cette conviction jusqu'au bout. L'aspect le plus significatif de cette affaire fut peut-être son impact sur les victimes et leurs familles. Grâce au dossier détaillé tenu par les 3 religieuses, et notamment Teresa, et à sa rigueur médicale, il fut possible d'identifier de nombreux enfants victimes de la traite, aujourd'hui adultes. Certains découvraient leurs véritables origines pour la première fois, confrontés à une crise d'identité dévastatrice. D'autres, qui avaient grandi en soupçonnant que quelque chose clochait dans leur histoire, trouvèrent enfin des réponses aux questions qui avaient façonné leur vie. Des retrouvailles furent organisées entre parents biologiques et enfants séparés depuis des décennies. Des larmes, des accolades, des histoires partagées et, souvent, la douloureuse constatation que le temps perdu ne pouvait être rattrapé. Mais la vérité, bien que tardive, apporta une forme de guérison. Pour Agustin Torres, l'ancien garde civil qui a mené l'enquête pendant des décennies, cette affaire a été la consécration de toute une vie de travail. Ça n'a jamais été une obsession, a-t-il expliqué à Elena Sanchez lors d'une interview exclusive. C'était une promesse. J'ai promis à ces femmes, même si elles étaient parties, qu'un jour nous connaîtrions la vérité. Manuel Duran, le tailleur de pierre dont la découverte fortuite a déclenché toute l'enquête, a rejeté toutes les propositions de publication dans les médias ou d'écriture d'un livre sur son expérience. J'ai simplement fait ce que toute personne honnête aurait fait, a-t-il insisté. Il a toutefois accepté de participer à la cérémonie de transformation du couvent Santa Maria en centre de documentation sur les droits humains, spécifiquement dédié à la lutte contre la traite des êtres humains. L'impact international de cette affaire a conduit à une révision des protocoles d'adoption dans plusieurs pays. De nouvelles garanties et de nouveaux systèmes de vérification ont été mis en place pour prévenir de tels abus. Les organisations de défense des droits humains ont cité cette affaire comme un exemple de la façon dont les institutions, même celles qui semblent vouées au bien commun, peuvent être corrompues lorsque le pouvoir opère sans transparence ni responsabilité. Une plaque commémorative a été installée au vieux couvent, avec une simple inscription, à la mémoire de Lucia Martinez, Teresa Bosch et María del Carmen Alonso, qui ont donné leur vie pour la vérité et la justice. 1991 à 2023. Siguanza, la petite ville médiévale, a mis des années à se remettre du traumatisme collectif. Mais peu à peu, la communauté a commencé à se reconstruire sur des bases plus honnêtes. Les conversations difficiles, évitées pendant des décennies, ont finalement eu lieu. Les silences complices ont laissé place à un engagement de transparence. Elena Sanchez, la journaliste qui a relayé l'histoire, a publié un livre très documenté sur l'affaire. Dans son épilogue, elle déclare « L'héritage le plus important des sœurs Siguanza n'est peut-être pas seulement la révélation d'un réseau criminel ou le retard pris dans la justice pour leurs victimes, mais la leçon que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le seul fondement sur lequel nous pouvons bâtir une société plus juste. » Chaque 18 février, jour anniversaire de la disparition, une veillée funèbre a lieu à Siguanza.
des citoyens de tous âges, dont beaucoup n'ont aucun lien direct avec les événements historiques, se rassemblent sur la Plaza Mayor, cierges allumés. Il ne s'agit pas seulement d'un hommage à 3 femmes courageuses, mais aussi d'un rappel que les secrets, aussi profondément enfouis soient-ils, finissent par être révélés. Et dans l'ancienne bibliothèque du couvent, aujourd'hui transformée en salle d'exposition permanente consacrée à l'affaire, le journal de María del Carmen Alonso occupe une place centrale, ouvert jusqu'à sa dernière entrée, comme un témoignage éternel de son courage. Si quelqu'un trouve un jour ce journal, qu'il sache que nous n'avons pas fui par lâcheté, mais par nécessité. La vérité doit éclater. 32 ans plus tard, cette lumière a enfin brillé, éclairant des recoins obscurs que beaucoup préféraient dissimuler et nous rappelant que la justice, même différée, conserve son pouvoir de guérison. L'affaire des religieuses disparues nous montre comment la vérité, bien que cachée pendant des décennies, finit toujours par éclater. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Aviez-vous prédit son issue? Partagez vos impressions dans les commentaires. Si vous avez apprécié ce type de contenu et souhaitez en savoir plus sur des cas mystérieux comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Aimez pour soutenir notre travail et partagez avec quelqu'un qui pourrait également être intéressé par cette histoire.